Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale de Vision. Très tôt dans son histoire, le cinéma s'est mêlé à la politique en fonction des intérêts parfois étroits. C'est quelque chose qui remonte même à la Première Guerre mondiale où l'ensemble des belligérants avaient impliqué à l'époque des départements cinématographiques comme instrument de propagande idéologique au sein même de leurs armées respectives. Une chaîne de télévision, cette fois franco-allemande, produit une mini-série intitulée Alger confidentiel et qui rafle déjà d'excellentes critiques dans la presse française avant même sa diffusion. L'intrigue tourne autour des traditionnels clichés sur les pays arabes en général et sur l'Algérie en particulier. Dans ce film qui, dans son teaser, pose pêle-mêle les concepts de liberté, famille, peuple, indépendance et religion, le tout avec un rapport malsain à la politique. C'est un cocktail explosif, comme le décrit Le Point français. Le choix de cette thématique jusqu'à celui des acteurs ou du timing de cette production cinématographique pose évidemment la question sur ses visées, loin de toute paranoïa ou hystérie patriotique. On en parle ce soir avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. D'abord, Kamel Mensari, qu'on ne présente plus, directeur de publication dans le journal Le Jeune Indépendant. Nous avons avec nous également Redouane Khalif, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi avec nous ce soir M. Mohamed Berkouk, professeur des universités en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et puis M. Mourtal Mediouni, analyste politique. Bonsoir à vous également. Bonsoir, madame. On va revenir rapidement sur la portée et les visées donc, de cette mini-série franco-allemande, comme je le disais, dans ce papier qui vous est résumé par Amel Esselider. Visiblement, pour l'audiovisuel public français, le dossier de la décennie noire n'est pas clos. Le poids de la haine de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions légitimes est encore fort. Les Algériens ne décolèrent pas contre les médias du service public français. Des médias qui tentent de ressusciter l'époque de la décennie noire et qui ne désespèrent pas du retour d'un invraisemblable chaos en Algérie. Et pourtant, la tutelle de ces médias qui accueillent à bras ouverts le mouvement terroriste Rached, héritier du fils, devrait tirer des conclusions de l'échec des printemps arabes qui ont véritablement viré au chaos et au génocide en Syrie et en Libye. N'est-il pas temps pour ceux qui ont décidé de la production de ce navet de rétablir les vérités sur cette mémoire toujours traumatique chez les Algériens ? L'audiovisuel du service public français, qui soutient une organisation terroriste en Algérie, n'est pas sur la même longueur d'onde que la France, officielle, engagée dans une guerre contre le terrorisme islamiste dans le Sahel. Mais qu'attendre d'une chaîne dont le traitement des événements historiques balance entre la sacralité, quand il s'agit d'évoquer les camps de concentration pour les Juifs, et la caricature quand il s'agit de parler d'un pays arabe? Qu'attendre également d'une chaîne qui représente l'instrument d'une élite européenne qui semble avoir l'obsession de connaître mieux que les peuples des pays du Sud leur destin? Il y a également lieu de s'interroger pourquoi cette mini-série a été tournée en grande partie au Maroc, qui a accueilli à bras ouverts les équipes de cette chaîne. Comme les télévisions publiques françaises, Arte n'est pas à sa première production, où l'Algérie est inévitablement traitée comme un pays prototype de gâchis politique. Il y a une volonté manifeste d'essayer de créer les conditions d'un chaos en Algérie, que les Algériens n'ont aucune envie de revivre, pas plus d'y plonger. Ils tiennent à la stabilité de leur patrie, à leur sécurité assurée par leur vaillante armée nationale populaire et à leur liberté garantie et protégée par le président de la République. Kamel Mensari, c'est à vous que je m'adresse en premier. Est-ce que par les éléments qui sont donc réunis dans cette mini-série, il y a la volonté de susciter une polémique, et sur quel sujet en particulier? D'abord, il faudrait, je crois qu'il faudrait d'abord situer le rôle de la chaîne, avant de parler de la série en 4 épisodes qui commence aujourd'hui. Donc la chaîne Arte est née d'une jonction entre la France et l'Allemagne au temps de Helmut Kohl et Mitterrand. Donc c'était d'abord pour que ce soit une chaîne qui valorise et qui fait la promotion des relations franco-allemandes en raison des différends historiques entre les deux pays. Donc il y avait une volonté d'apaisement entre les deux États. Donc c'était dans ce sens-là, mais elle a déraillé de son rôle principal qui était justement
de ne pas provoquer de scission entre que ce soit les deux pays ou les autres. Donc jusqu'à un certain temps, Arte a été plus ou moins une chaîne respectable, mais toujours est-il, même dans la question palestinienne, mais là, avec cette série, et on voit l'orientation qui est donnée à un reportage, ou plutôt une série qui vise d'abord les institutions de l'État, qui vise les services de renseignement et qui remet en cause, qui déterre une situation qui a été balayée par les Algériens ou enterrée, et pour revenir à une étape. Et le plus emblématique et qui soulève toutes les questions, c'est que cette série se déroule en 2016. Et en 2016, il y a une situation qui est tout à fait différente des années 90. Et on essaye par transposer. C'est vrai que le livre d'Oliver Bottini a déjà suscité une polémique. Et là, dans le film, on essaye de créer une nouvelle réalité. Dans le livre, la situation se passe en 2012, l'enlèvement du attaché d'un vendeur d'armes, allemand oui. À Constantine. Et là, on revient on transporte cette série-là, on la met en 2016 pour qu'on vise spécialement une réalité ou bien une autorité qui était présente à l'époque. Donc, et en plus, on essaye de montrer l'Algérie comme étant un pays qui vit du trafic d'armes. Et au lieu de passer par des canaux officiels comme on l'a fait, surtout avec la Russie. Il y a d'abord cette réalité. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait maintenir l'idée que l'Algérie est un État dirigé non pas par des civils, mais par des militaires. Oui. Et c'est ça le prototype de vision que les Occidentaux ont de l'Algérie. Et en plus, c'est une chaîne publique, c'est une chaîne, même si elle est franco-allemande, elle reste publique, elle est financée par les deux États. Et donc là, on voit un petit peu le rôle des États à travers, que ce soit Arte ou bien à travers France 5 ou bien France 24. Là, il y a une volonté étatique délibéré, ce n'est pas un choix éditorial, mais c'est un choix étatique. On voit bien que ces visées sont orientées ou bien commandées en haut lieu. Est-ce que, M. Khalif, est-ce que cette thématique dont parle M. Mensari n'est pas aujourd'hui dépassée, comme il parle de transposition, d'une époque qui est révolue aujourd'hui, d'une décennie noire qui est complètement révolue et qui a été évidemment traumatique pour les Algériens. Est-ce que justement cette série n'est pas dépassée en elle-même par cette thématique? Machiavel a dit calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc c'est une propagande de plus, une propagande étudiée dans des ateliers de réflexion, basée sur des plans machiavéliques qui visent toujours l'Algérie, son peuple, surtout sa jeunesse. Après avoir misé sur l'échec du processus de réforme politique, qui a réussi à ce jour, maintenant il se focalise sur ce lien fort qui existe entre le peuple et les institutions fortes de l'État, dont l'armée nationale populaire. Donc c'est ce lien sacré qui lie les deux, et dont la nation est le principal point d'intersection, le Watan. Et donc il y a eu plusieurs tentatives précédentes, même sur les réseaux sociaux, pour discréditer premièrement nos institutions militaires, et deuxièmement, donner une image d'un pouvoir dictateur basé sur la répression. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle génération très consciente, très solidaire, qui pendant 3 ans a bien analysé la situation, bien analysé les menaces qui nous guettent, les menaces régionales, et même aujourd'hui avec l'implantation de l'État sioniste dans le côté ouest de l'Algérie, moi je pense que nous nous attendions à ça. Monsieur Mediouni, la reproduction de ces clichés systématiquement dans ces productions cinématographiques, de fiction ou de documentaires, est-ce qu'elle dévoile en soi déjà des visées? Parce qu'il n'y a pas de recherche finalement. On tombe dans les mêmes clichés. Effectivement, mais moi je voudrais signaler juste quelque chose de très important. J'ai fait partie des gens qui ont défendu cette République pendant cette décennie noire dont mes amis en parlent.
Et j'étais sur le terrain, donc j'avais vécu dans ma chair les souffrances du peuple algérien à cette époque-là. Et pour revenir à l'histoire, ceux qui ont mis au point le terrorisme dans le monde entier, c'est les Occidentaux. Et ça, c'est par justement les déclarations des services de renseignement américains, des officiers qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont commencé à parler, comment qu'ils sont. D'ailleurs, on parle des moudjahidines afghans, et le terreau duquel venaient les terroristes en Algérie à cette époque-là, c'était l'Afghanistan. Donc c'était les Occidentaux qui avaient mis au point les groupes terroristes. Quand la France, aujourd'hui, elle parle de lutte antiterroriste, moi je me rappelle que pendant la décennie dont vous parlez, madame, des journalistes, des intellectuels, des comédiens ne pouvaient pas avoir un visa pour l'Occident. Par contre, les terroristes du GIA avaient trouvé refuge. Donc ça vous donne une idée qui finance, qui articule, qui emploie justement ces gens-là. Donc pour revenir, moi tout à l'heure on discutait avec M. Barkouk dans une émission et j'ai dit que finalement, moi ce genre d'émission c'est bienvenu. Parce que tout simplement, à chaque fois ils font ça, on devient encore plus solide, ça resserre les rangs des Algériens, parce qu'ils n'ont pas compris la sociologie de l'Algérien. Il est tellement jaloux de son pays qu'il ne faudrait pas toucher à son histoire. Et ça, à chaque fois, ils nous rendent service. Monsieur Mohamed Barkouk, je voudrais vous faire réagir d'abord en tant qu'analyste, politologue sur un peu la dialectique peut-être de cette mini-série. Qu'est-ce qu'elle dévoile selon vous? Déjà, avant de répondre à votre question, il y a une lecture du contexte. La diffusion de cette mini-série sur 4 jours. Oui. Aujourd'hui, c'est la veille de la journée du martyr. Le dernier numéro de la série, c'est la veille du 22 du mois de février. On va y revenir sur le timing. C'est très important. C'est prévu. C'est très important. Oui. Tout fait partie d'une stratégie de désinformation, mais aussi, elle est très étudiée, mais aussi de déstabilisation. Il faut lire, madame, ce qu'on a pu voir comme trailer, comme disons image sur le premier numéro de la série. C'est déjà 4 grandes questions. La première question, c'est par rapport à cette notion de l'État. Donc c'est pas seulement une déstabilisation, c'est l'image. Deuxièmement, c'est par rapport à cette relation très forte entre l'armée et la nation. Troisièmement, c'est par rapport aussi aux relations algéro-allemandes. Le choix n'est pas fortuit. Le choix des armements n'est pas fortuit. Le premier partenaire de notre administration populaire en matière d'industrie militaire, c'est l'Allemagne. Le quatrième point, c'est un point très très important, c'est pratiquement une provocation par rapport à un certain nombre de valeurs communes aux Algériens. Donc pour dire qu'il faut lire cette mini-série, non pas en tant que fiction transformée en mini-série, mais plutôt comme un acte bien étudié, bien formulé, faisant partie d'une stratégie. Cette mini-série diffusée par une chaîne franco-allemande, essentiellement française, de par la nature, disons, des acteurs et des réalisateurs et du scénariste, mais aussi de par le choix du jargon utilisé. Quand on parle de corruption, quand on parle de cette junte militaire entre guillemets, c'est pas les années 90, madame. Les années 90, politiquement, scientifiquement, historiquement, c'est réglé. Dans cette même série, il y a l'utilisation d'un nom d'une actrice homonyme d'une personne qui avait aussi fait le relais des médias français pour justement s'attaquer à l'Algérie. La notion de Kutiki, on sait bien qu'elle a été un pur produit de laboratoire outre-mer, mais qui faisait partie aussi d'une stratégie. Il faut nous rappeler, madame, aussi. J'étais professeur des universités à l'époque en Europe. Les perceptions françaises, les perceptions européennes plutôt, et occidentales, de ce qui se passait en Algérie étaient formulées, construites, reliées par les Français. Il y avait un certain nombre d'acteurs américains ou autres, un ancien de la CIA qui avait écrit un livre sur l'Algérie, Graham Fuller, après avoir pratiquement été désavoué
par les événements, elle a fini par admettre que son livre était basé sur des données données justement par la France. Donc aujourd'hui, justement, pour répondre à ma question sur la reproduction systématique de ces clichés, donc c'est voulu, c'est perpétué dans le temps. C'est une stratégie. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une stratégie. Il faut dire que l'Algérie dérange. Je vais utiliser l'Algérie dérange sur plusieurs plans. De par ses positions, de par sa position, mais aussi de par les réformes en cours, soit politico-économiques, et de par les grands partenariats que l'Algérie est en train de construire et de consolider. Donc l'avenir de cette zone ne pourrait plus se dessiner par des actions ou des stratégies construites à Paris ou ailleurs. Étrangère, exactement. Alors, est-ce que cela peut signifier, Kamel Mensari, est-ce que cela peut avoir un lien? Évidemment, ça ne peut être que ça, un lien avec la célébration donc, prochaine du 3e anniversaire du Hirak, justement malgré la prise de conscience collective, politique et citoyenne des Algériens, avec ce qui est en gestation en termes donc d'acquis et d'avancées politiques, le raffermissement, on en parle, du front interne, l'Algérie est toujours dépeinte comme un pays, à travers le prisme européen, comme un pays fermé, dangereux, opaque. Donc, est-ce que cette série va encore dans ce sens? Et dans quel but aujourd'hui? Mais ce sont des stéréotypes qui sont partagés. Mais quel est le but actuellement? D'accord. Même si on connaît le... Oui. La mécanique. Ce stéréotype que vous décrivez, il est partagé par tous les pays arabes, pratiquement tous ceux qui ne sont pas à la solde, ou ceux qui sont pas dans ce qu'on appelle à la solde des Occidentaux. Ceux qui dérangent, donc il faudrait d'abord les dépeindre comme des États dictatoriaux, des États autoritaires, des États où la liberté d'expression n'existe pas. Donc c'est un schéma qui existe déjà. Donc le terrain est déjà déblayé. C'est vrai que nous, quelque part, c'est-à-dire que si moi ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne de la matière à ces gens-là pour les laisser toujours exploiter. Il faudrait colmater les brèches à l'aide de l'intérieur, essayer de régler les problèmes qui concernent les inter-algériens. Et à partir de là, on pourra fermer, comme on appelle, une porte à tous ceux qui essaient de venir semer le trouble ou nager en trouble en Algérie. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a interpellé, c'était l'interview du réalisateur Abdraouf Dafri sur RFI, où il disait, parce que pour revenir avec votre question par rapport au Hirak, il disait une chose, il disait que les manifestations pacifiques ne servaient à rien. Il disait que la Révolution française, la Révolution a eu lieu par le sang. Il faudrait qu'il y ait du sang. Il avait même parlé du fait que les révolutionnaires, en 1789, ont tué des bébés, ont tué des enfants, que ça se passe comme ça. Qu'avec un régime comme celui de l'Algérie, il ne faut pas aller au pacifisme par l'action pacifique, mais par l'action violente. Et c'est là où on comprend l'arrière-pensée et en même temps qui est la nature ou bien la philosophie ou bien la tendance politique du réalisateur. D'abord, c'est quelqu'un qui a été oscarisé. On sait très bien que ceux qui sont oscarisés en France ne peuvent être que ceux qui sont qui bénéficient du satisfecit du quota culturel et cinématographique et politique. Donc il faut toujours des spécimens qui sont prêts à attaquer l'Algérie, ils sont prêts à tout pour attaquer l'Algérie. Les exemples sont nombreux dans le domaine des médias, dans le domaine de la littérature et dans le domaine on a eu des écrivains qui attaquent l'Algérie constamment, il y a eu des opposants qui sont... Tous ceux qui servent cette cause-là sont les bienvenus, défendus et même promus. Donc, il faut réfléchir déjà au background de ce monsieur qui a apparemment, il est en train de, un réalisateur ne peut pas être, c'est anormal qu'un un scénariste qui peut venir aujourd'hui parler de tenir un langage de violence. Et ça, c'est qui est étonnant, parce que venant d'un scénariste, c'est pratiquement incompréhensible. En principe, on ne prône pas la violence et on ne prône pas le chaos. Alors, est-ce qu'il y a la volonté, à travers ce que vous dites, est-ce qu'il y a la volonté de renvoyer l'Algérie vers cette époque de violence, puisque ça ne s'est pas fait lors du Hirak, c'est ce qu'on comprend. Oui, ça ne s'est pas fait lors du Hirak avec des manifestations pacifiques. Les Algériens ont démontré qu'ils ne peuvent pas, que basculer vers la violence ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ils ont compris que personne ne peut les manipuler
manipulé dans ce sens-là. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas être violents, que pendant tous les vendredis, il n'y a jamais eu vraiment de violence. Ça s'est passé dans le calme, généralement dans le calme. Mais lorsque cette solution-là, que cet aspect-là démontré par les Algériens déplaît à ceux qui veulent que le chaos persiste, ils sont en train de donner des leçons et de dire arrêtez de faire des manifestations pacifiques, il faut passer à autre chose. Et là, on renvoie au terrorisme. Donc, il y a une promotion du terrorisme, de promotion de l'acte violent par rapport à l'acte pacifique. Et ça, c'est une visée qui est extrêmement dangereuse et qui est véhiculée dans ce film. Et en même temps, démontrer que à travers l'enlèvement du vendeur d'armes allemand à Constantine, que derrière là, on le dit, on va l'entendre, que c'est les services de renseignement qui l'ont fait. Donc pour démontrer que tout ce qui se passe, les enlèvements ou les massacres ou les assassinats, ne sont pas l'œuvre des islamistes parce que c'est prononcé par l'acteur, celui qui fait office d'enquêteur, et ce qui démontre que l'orientation du film se démontrait que tout ce qui s'est passé en Algérie ou ce qui se passe actuellement est l'œuvre des militaires. Donc il y a une attaque visée, ciblée, orchestrée, bien organisée. Donc le concept du film, de la série est là. Donc l'idée principale, c'est comment attaquer l'institution militaire et tous les services de renseignement en démontrant à travers un cas de fiction, à partir d'un livre de 2012, enfin sorti d'une situation de 2012, que l'Algérie, que tout ce qui s'est passé en Algérie n'est pas l'œuvre des islamistes, mais c'est l'œuvre des militaires. Et c'est ça le danger. Donc on voudrait maintenir l'idée entendu durant le Hirak par certains que c'est l'armée qui tue, que c'est les services de renseignement qui tuent, et que c'est le véritable pouvoir, c'est l'armée. Voilà. Monsieur, non, on n'a plus besoin de poser la question de qui tue qui. Dans le film, c'est déterminé. C'est déterminé dans la série. Monsieur Khalif, justement, par rapport à ce que dit Monsieur Mensari, cette dichotomie entre les médias publics, justement, qui maintiennent ces théories, qui soutiennent donc les organisations françaises, et l'État, la France officielle, en tout cas, qui lutte contre le terrorisme sur son territoire et dans le Sahel. Comment on peut analyser cette dichotomie, justement, cette schizophrénie? Il faudrait se poser les bonnes questions. Qui détient le lobby financier? Qui détient le lobby médiatique dans le monde? Mais aussi, qui sont les complices? Qui sont les sous-traitants? Toutes ces stratégies, tous ces plans machiavéliques, toute cette propagande visent à charger cette jeunesse algérienne, qui représente un grand potentiel pour l'Algérie, contre leur pays. Surtout qu'aujourd'hui, l'Algérie est un État fort par ses institutions. L'Algérie s'est fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Avec la position de l'Algérie concernant le pacte entre les sionistes et le Maroc, la relance de la cause palestinienne, elle va être au centre du prochain sommet arabe. La réintégration de la Syrie au sein du Jami'a ad-Dawla al-Arabiyya. Et donc, la cause Polisario, tout ça dérange. Ce géant qui refait surface. Aujourd'hui, il faut savoir que ces complotistes, ils ont une vision du monde 2040, 2050. Ils n'ont pas une vision courte de ce monde, la nouvelle répartition mondiale, la géopolitique. Si on y va plus large, plus loin, on comprendrait mieux que les enjeux aujourd'hui, ils sont économiques, politiques, aussi religieux. Le redéploiement des grandes forces mondiales en matière d'économie, d'armement dans la région. On voit aujourd'hui ce conflit entre la Russie et la France au sujet de l'Afrique. Et la Chine aussi. Et la Chine aussi. Et donc tout est lié. Mais l'Algérie, elle est au centre de cette géopolitique, de cette économie, avec un potentiel, avec un État fort qui se fait. Donc il faut casser tout ça à ce prix. À tout prix. Monsieur Mohamed Belkhouk, j'aimerais qu'on revienne sur ces documentaires, ces productions cinématographiques, de fiction, du documentaire aussi. Donc les chaînes françaises n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a eu donc ces documentaires sur le Hirak à l'époque sur France 5 et sur la chaîne parlementaire. Le premier avait été réalisé d'ailleurs par un franco-algérien. On se souvient que c'était Moustapha Kessous. Pareil donc pour cette mini-série dont on a parlé donc du scénariste. Ce ne serait donc plus une vision européenne froide, méconnaissante de la politique et de la culture algérienne.
mais des acteurs issus de l'immigration ou des enfants de l'Algérie, tout simplement, qui ont immigré. Donc, est-ce que ce choix, et vous parlez d'une stratégie bien étudiée, est-ce que ce choix donc délibéré est là pour duper un public de plus en plus jeune, accro aux plateformes donc, qui proposent des films et autres applications qui proposent des films donc gratuitement. Donc il y a un choix de viser un public le plus large possible. Bon, Arte, c'est 2,9% de l'audience. C'est pas énorme, effectivement. Donc mais cette mini-série pourrait être proposée sur des applications aujourd'hui beaucoup plus accessibles que des chaînes. Absolument. Mais il faut lire cette mini-série dans une stratégie plutôt globale. Je suis totalement d'accord avec Kemal et M. Khalif par rapport à ces choix pour répondre à un contexte où l'Algérie est en train d'émerger. Est en train d'émerger. En Méditerranée occidentale, on est la deuxième puissance militaire. La première sur le flanc sud. On est aussi un pays qui émerge sur le plan économique. Avoir juste notre PIB comparé à nos voisins. L'Algérie, dans les lectures prospectives, peut aussi être une puissance régionale, multidimensionnelle. La France est en déclin. La France ne fera même pas partie des 10 premières économies au monde en 2050. Elle est actuellement pratiquement une puissance désavouée en Afrique, notamment dans des zones qu'elle considérait depuis très longtemps comme étant une sphère d'influence. Les précarés, oui. Précarés. La concurrence n'est plus russe ni chinoise, est aussi américaine, même européenne. Alors, puisque vous évoquez le contexte régional, on va revenir à ma question, je ne l'ai pas oublié, mais pour évoquer donc le contexte régional, donc ça peut expliquer cette réaction aussi, ce qui se passe au Mali actuellement, en Libye, ça peut expliquer cette offensive. C'est un des facteurs, mais il n'est pas le seul, parce que je pourrais peut-être lire cette mini-série au moins sur 2 ans. L'angle de la chaîne qui a financé 12 produits justement sur la Libye et en coopération avec Ben Haroun Libye, donc avec cette notion de promouvoir la démarche violente du changement. On a vu que ce même groupe de l'euro-sionisme a été à l'origine de la résolution du Parlement européen en novembre 2019 contre l'Algérie. Un disciple de BHL, Raphaël Glucksmann. Donc il faut aussi dire aujourd'hui que c'est le premier et le deuxième angle, c'est par rapport aussi à cette vision et cette ambition de la France notamment, de la France que je pourrais qualifier de néocoloniale, de voir émerger des dynamiques déconstructives pour ne pas dire destructrices en Algérie. Parce que il faut aussi entreprendre dans cette analyse au moins deux petites réponses à 2 grandes questions. La première question, qui demande pourquoi s'attaquer à l'armée nationale populaire. Parce que c'est pratiquement la colonne vertébrale et l'épine dorsale de notre système politique. Cette même armée qui est devenue actuellement parmi les 30 meilleures armées au monde, avec des projections de progression en matière de puissance comparative totalement réelles. Mais la deuxième question aussi, c'est par rapport aux ambitions, non pas seulement de la France néocoloniale, mais aussi des relais du sionisme mondial. Parce qu'aujourd'hui, il y a un excellent livre de Omar Brouski, le journaliste d'investigation marocain, qui parle essentiellement de cette alliance entre l'argent français et les médias pro-sionistes et le marxisme. Donc il y a cette alliance, cette coopération qui n'est pas saine. Donc ces ambitions partagées sont pratiquement sur 3 niveaux. Le premier, c'est la déstabilisation systémique de l'État, vu qu'on a fait une réingénierie du système qui a abouti sur des institutions plus légitimes. Deuxièmement, c'est aussi s'attaquer à la stabilité systémique de l'État, qui est construite autour de symboles partagés, autour d'institutions reconnues, mais aussi surtout autour d'une institution de la stabilité qui est toujours en faveur d'une
d'instabilité faite, je termine, par un système des règles constitutionnelles. Troisième point, madame, parce qu'il faut aussi lire, c'est essentiellement cette lecture qu'on doit faire, que ces médias, ces attaques, font partie aussi de ces stratégies de déstabilisation, à la fois par rapport à une certaine apologie du terrorisme, mais aussi un soutien constant à des mouvements terroristes et de déstabilisation, et aussi par rapport à une certaine cooptation d'acteurs de l'élite nationale, quelques acteurs de l'élite nationale qui n'ont pas cet attachement ou cet engagement au pays, justement pour donner un sens à ce discours qui est fait produit par les Français, mais relié par des acteurs, soit d'origine algérienne, même algérienne. Mais justement, on constate que la stratégie n'a pas trop évolué. C'est un peu la même chose depuis des décennies. Cela nous renvoie justement à ce qu'on a connu par le passé. Je le disais, la reproduction des clichés, l'implication aussi d'acteurs donc issus de l'immigration, donc la volonté d'impliquer la diaspora algérienne avec laquelle il y a un lien très fort là aussi, donc semer le doute ou semer le trouble là où il y a des liens, là où il y a une cohésion, ça n'a pas évolué. On nous propose toujours la même stratégie finalement. C'est peut-être le secret de son inefficacité. Ça a évolué, madame, ça a évolué dans le sens où aujourd'hui, on est en guerre de 4e génération. Et ça fait partie des guerres de 4e génération. Oui. Vous savez très bien que le Makhzen, il a investi pratiquement 150 millions de dollars dans les réseaux sociaux. Vous avez une armée de 250 personnes qui sont là à déverser des fake news, leur venin sur l'Algérie, sur l'Algérien, sur la situation en Algérie. Maintenant, si vous permettez, je reviendrai juste à ce que disait mon ami M. Khalif. C'est vrai, il a touché un point très très important qui dirige, qui finance, qui a la même mise sur la finance mondiale et sur les médias. C'est le sionisme, qu'on le veuille ou pas. Donc aujourd'hui, cette alliance, d'ailleurs, la preuve, le tournage a été fait au Maroc. D'accord. Il faudrait aussi parler de ça. Pourquoi au Maroc? Qui est-ce qui a commandé d'abord cet ouvrage? Est-ce que c'est pas le Makhzen? Aujourd'hui, l'Algérie dérange. Si elle dérange, c'est qu'elle existe. Et c'est parce qu'elle n'existait pas il y a 20 ans. Et ils avaient le champ libre il y a 20 ans pour s'accaparer des richesses de ce pays. En 2 ans, j'ai vu une analyse d'un occidental hier. Il disait qu'en 2 ans, la diplomatie algérienne elle a repris sa place dans le continent africain et des succès sont là. La dernière, en date, c'est à l'UA, où on a fait barrage à l'adhésion de l'État sioniste comme observateur. C'est très important, ça commence à déranger vraiment, parce qu'on commence à remobiliser les Africains. La débâcle de la France en Afrique. Il faudrait aussi mettre ce documentaire ou cette mini-série dans ce contexte. La France, elle se cherche aujourd'hui. C'est vraiment une débâcle dans les pays du Sahel. Elle est chassée du Burkina Faso, elle est chassée du Mali. Le Niger, ça ne veut pas dire qu'elle va rester, parce qu'il y a eu déjà des manifestations au Niger qui demandent le départ et la fermeture des bases françaises. Et il y a la concurrence, parce que cette Afrique, aujourd'hui, c'est elle qui renferme les terres rares, tout ce qui est pour les technologies de demain, c'est l'Afrique. C'est l'avenir. Et hier, justement, avant le sommet Union UA-UE, il y avait justement le porte-parole, je crois, de la présidence française qui parlait de ça. Sur le départ de la France du Mali, a dit qu'on ne peut pas abandonner le Mali, on ne peut pas abandonner le Sahel. Il a parlé des richesses. Et là, d'un seul coup, c'est le masque qui tombe. C'est-à-dire que ce n'est pas la lutte antiterroriste dans le Sahel, mais c'est la chasse aux richesses des pays africains. L'Algérie aujourd'hui debout. Parce que je vais vous parler, je vais faire la liaison avec le voisin. Voilà pourquoi ces documentaires, c'est maintenant. Il a été fait un certain temps, mais c'est maintenant, à la veille du Hirak. Oui, sa diffusion, le timing de sa diffusion. Exactement. Le Hirak, les revendications du Hirak, elles font partie des 54 points du président de la République. Actuellement, on est sur la voie de réaliser ces points sur le plan institutionnel, politique, économique, etc. C'est le premier pays non européen qui a instauré une prime chômage. Alors, imaginez la crise sociale qu'il y a actuellement au Maroc. Le problème de l'énergie qui a fait augmenter, qui a fait flamber tous les prix. Et j'ai vu des documentaires où le Marocain n'arrive plus à joindre les deux bouts. Est-ce que cette façon de subventionner les prix pour que l'Algérien ne souffre pas trop de cette crise économique mondiale,
Est-ce que ces primes de soutien pour une jeunesse qui n'a pas encore trouvé du travail ne dérangent pas et ne permettra pas de mettre le feu aux poudres dans la société marocaine? Donc ce documentaire n'est pas pour nous rappeler, parce que je crois que l'Algérien aujourd'hui, il est vacciné contre la violence. Preuve en est que dans les élections passées, toutes les élections, l'islamisme politique a été vaincu en Algérie. Et on voit dans les résultats des élections, comme le terrorisme a été vaincu. Et je crois que la force de l'armée algérienne dans ces opérations antiterroristes pendant la décennie ou après, c'est d'avoir justement cette symbiose avec son peuple. Et la participation du peuple dans les années 90, dans la lutte antiterroriste, a permis justement d'éradiquer ce phénomène de notre pays. Et l'Algérie, elle dérange parce qu'elle a cette expertise qui est reconnue même par les Américains. Et chaque année, dans le State Department, il y a le rapport annuel où on parle de l'expertise algérienne en matière de lutte antiterroriste, et que l'armée américaine a besoin de l'Algérie comme un pays stabilisateur de cette sous-région. Et je rajouterai quelque chose que professeur Berko le sait, il en a parlé tout à l'heure, sur le plan géostratégique. On a déséquilibré les forces en présence en Méditerranée. Aujourd'hui, l'Algérie, elle dépasse certains pays européens. Je parle de l'armée, avec sa puissance, avec ses équipements, avec son professionnalisme. Elle dépasse de loin certains pays européens. Et ça dérange aussi, parce que l'Algérie n'est pas uniquement en Afrique, elle est présente aussi en Méditerranée. Et ça dérange énormément. Donc si on dérange, on existe. Kamel Mensari, on a parlé du timing. Il y a plusieurs éléments dans ce timing. Est-ce que cela peut aussi intervenir par rapport au dégel des relations exprimées officiellement, en tout cas, par les deux parties, entre Alger et Paris, exprimées même par le président de la République? Est-ce que cela peut déranger certains cercles, certains milieux? Lesquels et pourquoi? Écoutez, moi je voudrais revenir, au contraire, il faudrait bien revenir à la série pour comprendre la réalité, pour faire des recoupements et des rapprochements. Jusqu'à aujourd'hui, président Macron, il s'est attaqué à l'armée, donc il n'est pas revenu sur ses propos. Il fait la différence entre l'armée et la présidence. Ça crée un malaise et pour nous, ça suscite des suspicions. C'est pour moi, ça suscite des suspicions du fait qu'à chaque fois, il encense, il fait le panégyrique du président de la République, mais en même temps, il s'attaque à l'armée comme quoi le président de la République est noyauté, encerclé par les militaires. Et c'est ça le jeu dangereux de la France et qui est traduit dans cette série. Quand on revient à la série, le général Soudani, le puissant général Soudani décrit dans le film, c'est quelqu'un qui détient tous les leviers du pouvoir, c'est lui qui est derrière, et que l'attaché de la sécurité de l'ambassade allemande qui conquête sur l'enlèvement démontre qu'il fait face, il ne s'adresse pas aux civils, il s'adresse aux militaires pour démontrer qu'en Algérie, ceux qui détiennent le pouvoir sont les militaires. Ceci d'un côté, c'est un point très important. Je reviens aussi, quand vous parlez de timing, bon, le timing, il y a eu beaucoup d'autres séries. Je ne sais pas, on se rappelle Designated Survivor, le feuilleton, enfin la série américaine. Dans la série américaine, on décrit l'Algérie comme un État terroriste à abattre, et on voit même qu'il y a eu une frappe contre la présidence, contre la présidence algérienne, comme démontré. Ce sont ces stéréotypes-là et cette démarche et cette posture qui est partagée par tous les Occidentaux. Je suis d'accord que le département d'État parle de l'Algérie est un pays qui lutte contre le terrorisme. Mais en même temps, le département d'État publie des rapports dans lesquels il démontre l'Algérie que ce n'est pas un pays libre, dans la liberté religieuse, en même temps que c'est un pays qui fait le trafic humain. Donc il y a des rapports qui sont positifs, mais de l'autre côté, on joue de la sorte avec nos pays. Avec les pays, on joue de la sorte, on montre que vous êtes un bon pour le terrorisme, parce que ça arrange leurs intérêts. La lutte antiterroriste dans le Sahel ou en Afrique a été un tremplin. Le premier pays qui est en train de payer les rançons, c'est qui? C'est la France, on le dit, tout le monde le sait, est reconnu. Il y a les Suisses, il y a aussi les Français. L'ambassadrice des États-Unis au Mali, l'ancienne ambassadrice, avait dit que la France a payé 13 milliards de dollars
Les Français ont payé 13 milliards d'euros pour libérer leurs otages. C'est-à-dire qu'il y a une sorte on entretient le terrorisme à travers le paiement des rançons. La dernière en date, c'était celle où on a libéré 200 terroristes pour 4 otages, et dont certains ont été retrouvés en Algérie, se sont réfugiés en Algérie. Ils sont libérés sur les frontières algériennes. Absolument. Donc il y a cette duplicité et cette ambivalence dans le discours français. Aujourd'hui, la posture officielle, elle est traduite dans ce feuilleton. Lorsque Macron parle de s'attaquant en nos militaires, tout en encensant la présidence, là il y a un jeu. On est en train de créer une sorte de friction, comme s'il y a deux pouvoirs en Algérie qui s'opposent et qui ne sont pas sur la même longueur d'heure. Il y a les civils d'un côté et les militaires. Et là, c'est un jeu très dangereux. En même temps, lorsqu'on parle on essaye de comprendre un petit peu l'enjeu géostratégique. Ce thriller, il est qualifié comment? Il est qualifié de thriller géopolitique. C'est la première fois, on n'utilise pas ce genre de concept. Mais pourquoi? Donc c'est OK, on va réfléchir sur la géopolitique. L'Algérie est un allié de la Russie. On voit ce qui se passe actuellement. Cette guerre qui se prépare dans 2-3 ans entre les États-Unis et l'Allemagne et la Chine, et en même temps qui doit neutraliser la Russie et neutraliser en même temps les alliés de la Russie qui sont l'Algérie. D'un côté, probablement demain, ça sera le rôle de l'Égypte, mais aujourd'hui, dans la région, le seul pays qui a l'impression qui n'est pas rentré dans le carcan occidental voulu, que ce soit par la France ou également par les États-Unis. Nous sommes restés pratiquement par rapport à la question de normalisation avec Israël. Nous naviguons seuls, nous sommes seuls. Encerclé, on est entouré par les Marocains qui l'ont dit. Il y a eu quand même un alignement avec l'Égypte. Non, je parle pas par nous. Non, nos relations avec l'Égypte, c'est autre chose. Moi, je parle du fait que demain, peut-être, l'Égypte elle sera elle aussi sujette à des attaques de pression pour la plier sur ses relations avec la Russie et ne plus acheter ses armes. Le marché des armes est très important. Donc, parce que le film parle des armes. C'est-à-dire que en plus de ça, on essaye de ternir l'image de l'Allemagne aussi, qui est un partenaire important. Dire que ce pays-là qui a combattu le nazisme, qui a combattu, qui était contre la dictature nazie, est en train de financer la dictature. C'est ça, tous ces éléments-là, quand on les met sur la table, on voit quoi? On voit que la France, qui finance ce film, cet épisode, enfin cette série, et derrière, là, comme je l'ai dit au début, c'est un choix au sommet. Donc on rien peut pas dire avec quelques cercles nostalgiques. Non. On ne peut pas écarter, on ne peut pas dire que ce feuilleton est venu par hasard. C'est une liberté d'expression, comme on essaye de nous le montrer à chaque fois. Elle traduit une logique d'un État, officiellement. Écoutez, aujourd'hui, parler de la dictature, parler de l'immigration, parler de l'islamisme, ça marche dans la campagne électorale française. Justement, j'allais poser la question à ça fait nourrir les débats et en même temps, ça permet de gagner des points dans les sondages. Monsieur Mohamed Berkouk, la donne électoraliste, elle est forcément incluse encore une fois dans ce facteur de timing. À quel point, justement, Kamel Mensali nous dit que finalement, ça traduit la logique de la France officielle, et non pas réduite à quelques cercles fermés et nostalgiques peut-être d'une Algérie française à l'époque. Pas une Algérie française, mais plutôt une France qui veut rester influente et dominante au Maghreb, notamment en Algérie. Il faut dire aussi... Donc il y va de sa place géostratégique aujourd'hui, c'est ça? Il faut aussi voir, Kamel, aussi voir le contexte, c'est un contexte géopolitique. C'est pas seulement la Chine et la Russie, c'est aussi le rapprochement algéro-allemand depuis la visite de M. le Président de la République au mois de janvier 2020 pour participer à Berlin, au sommet de Berlin. Il faut voir ces différents schémas potentiels de coopération entre les deux pays. Donc on est devenu en quelque sorte un partenaire privilégié de l'Allemagne dans cette sous-région. Il faut aussi voir les positions allemandes par rapport au Maroc et la question du Sahara occidental. Mais c'est une chaîne franco-allemande. Voilà, mais il faut aller plutôt de stratégie française. Oui. J'ai parlé de macro-stratégie française. Plutôt, ils sont plutôt macro. Parce que ça englobe les médias lourds, ça englobe la presse écrite, ça englobe l'action des lobbies, ça englobe la diplomatie proactive française dans des foires européens
internationaux. Mais il faut dire aussi que, madame, en ce qui concerne les élections françaises, il y a beaucoup d'éléments mobilisateurs. Notamment pour la droite, en ce qui concerne ces flux migratoires, cette notion d'identité non partagée, etc. Mais en tant qu'Algérien, et je vais faire une lecture purement algérienne, comme mon frère Kamal, pour dire que les messages, disons, qui portent le plus de risques, notamment en matière de manipulation, sont trois. C'est l'institution socle, les valeurs socles, et les éléments de la puissance de la nation. L'institution socle, c'est l'armée nationale populaire. Et je dirais, madame, que la question ne doit pas être posée par nous, Algériens, par rapport à cette question qui a été dégagée par l'histoire et par aussi le peuple algérien. La deuxième question, les valeurs socles, c'est notre identité, nos valeurs sociales. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques et d'insinuations par rapport à ces valeurs. Troisièmement, par rapport à cette notion de puissance. On est un État qui va dans le sens d'une projection d'influence. On n'est plus dans cette notion d'État qui recherche sa stabilité, mais plutôt qui est en train de faire la stabilité d'autres États tout en préservant les principes. Cette projection d'influence, donc là, notre région, nos priorités géopolitiques sont l'Afrique. C'est là où les intérêts français sont menacés, non pas par l'Algérie, mais plutôt par des actions de ce qu'on appelle la compétition stratégique des États. La Russie est un partenaire qui recherche ses intérêts. La Chine aussi. Et en ce qui nous concerne, le premier partenaire actuel en matière partenaire associé, c'est l'Union européenne, où la France n'est plus un acteur rivalisant la puissance allemande depuis très, très, très longtemps. Donc il faut prendre en compte toutes ces variables, tous ces paramètres pour comprendre les visées de cette ministérie qui essaie de faire de la manipulation, mais aussi faire en quelque sorte séduire à une image que l'Algérie est en train de reconstruire. Monsieur Khelif, justement, je voulais vous poser la question sur ça, sur est-ce qu'on peut définitivement mettre cette mini-série donc dans la catégorie de levier finalement de guerre de quatrième génération. C'est un outil de plus? Oui. En associant ça aux réseaux sociaux, à tout ce qui se fait, à ces pseudo-influenceurs, avec leur thématique basée sur une intox pure. Et ils sont soutenus par des pays qu'on croyait frères, qu'on croyait amis aussi de l'autre rive de la Méditerranée. Et ce qui dérange aujourd'hui, c'est que l'Algérie s'inscrit dans une nouvelle dimension de la pratique diplomatique basée sur des relations gagnant-gagnant, tout en préservant la souveraineté nationale et la souveraineté du peuple algérien. Aussi, aujourd'hui, l'Algérie a un langage franc, alors que d'autres ont un double langage. Ils soutiennent des causes, ils normalisent. Donc cette Algérie, par ses positions fixes et franches, commence à drainer d'autres pays qui étaient réticents et qui attendaient une locomotive. Notamment au sein de l'Union africaine, par exemple. Oui. Et de la Ligue arabe, on verra et de la Ligue arabe. Les résultats. Alors, vous avez tout compris. Oui. Et donc cette Algérie qu'on doit casser dans son élan pour préserver des plans, surtout en Afrique, comme l'a dit M. Belrou. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains qu'ils y sont partis, les Français. C'est pour ces ressources énergétiques qui représentent plus de 70% de la consommation en Europe. Donc je pense que notre jeunesse, beaucoup plus notre jeunesse, est très consciente de tout ça. C'est elle qui est visée, justement. Oui, bien sûr. Oui. Alors est-ce que vous pensez que notre jeunesse, justement, est suffisamment consciente, parée contre ces Elle a démontré dans la première phase de Hirak, avec une démarche sereine, sans embûche, alors qu'on a essayé de l'infiltrer, de la désorienter. Et là, l'action des services sécuritaires était remarquable. Les décisions sages de l'armée, il faut qu'on les salue aujourd'hui. Ils nous ont évité une catastrophe. Parce que beaucoup ont misé sur l'échec du processus
présidentielle, électorale présidentielle, et partir vers une constituante, vers d'autres processus qui auraient divisé l'Algérie et qui auraient fait des économies à ceux qui nous veulent du mal. Monsieur Mdiouni, est-ce qu'on est clairement dans une guerre On le sait, que nous sommes dans un contexte de guerre de 4e génération, mais les tentatives sont nombreuses finalement. Oui, les tentatives sont nombreuses, comme vient de le citer M. Khalif. Il n'y a pas que... Bah, c'est un média lourd, donc c'est très important. Moi, je dirais que c'est un média public, donc je souligne, comme il a si bien souligné, que c'est une à faible audience quand même, hein, il faut le souligner. Non, mais c'est pas les mastodontes des médias publics. Hein. Il faut faire la différence entre le poids de la chaîne et le poids du contenu d'aujourd'hui. Donc il faut faire une différence. Qui sera diffusé évidemment plus sur les réseaux sociaux. Il faut s'attendre à ce que beaucoup d'Algériens vont le voir. Exactement. Vont le partager. C'est un média lourd, donc c'est un média public. Donc c'est une politique d'État qui a été conçue dans des laboratoires, qui a été analysée, qui a été... le timing a été fait, d'accord. Et justement, il a si bien souligné, comme la déclaration du président Macron sur les militaires et sur la présidence. Donc ça, c'est très important à le souligner parce que dans le documentaire, qu'est-ce qu'on voit dans la mini-série? On s'attaque à l'armée. Et dans les mouvements, la NED justement, tout ce qui a les révolutions colorées, c'était ça. Comment abattre l'institution militaire parce que c'est le garant de la stabilité. Ils n'ont pas pu. Et justement, donnez-moi un seul pays où on marche, des millions d'Algériens, on marchait pendant 2 ans, il n'y a pas eu un seul blessé. Et ça dérange aussi. Ça aussi, ça dérange parce que combien on fait de victimes les gilets jaunes en France, d'accord? Donc ça aussi, ça dérange. Mais je pense que l'Algérien, il est conscient. Et justement, vous avez parlé de la jeunesse, elle est tellement jalouse de son pays qu'on le voit. Même les 5e générations qui sont en France et qui n'ont pas connu peut-être l'Algérie, on les voit à chaque fois où l'occasion leur est donnée, ils sortent avec le drapeau algérien. Et ne touche pas à mon Algérie. Donc ça, je pense que on est à l'abri de... C'est des tentatives qui n'aboutiront jamais, parce qu'on a essayé de nous déstabiliser dans les années 90. Il y a eu un embargo qui a été appliqué pratiquement sur l'Algérie. On étouffait avec cet embargo. Je me rappelle, à cette époque-là, on ne pouvait même pas acheter une lampe. Donc pour vous dire qu'on s'en est sorti grâce à cette cohésion entre l'armée et son peuple, on est sorti grandi de cette expérience malheureuse dans le sang, mais on a sauvé notre pays et même les printemps arabes, ça n'a pas marché avec l'Algérien. Le Hirak, ça n'a pas marché parce que les revendications étaient légitimes au départ. On a essayé de le dévier de son contenu vers... et l'Algérien a pris conscience parce qu'après, c'est les Algériens eux-mêmes qui ont dénoncé ce qui se passait dans le Hirak et on a vu les 2 organisations qui étaient financées par le lobby sioniste et par le Makhzen, à savoir le MAC et Rachid, qui actuellement, ils ont pied en France. D'ailleurs, une chaîne de télévision qui est tout le temps s'attaque à l'Algérie, et qu'elle est composée de mercenaires algériens, elle est à Saint-Saint-Denis. D'accord? Une radio qui est là-bas aussi. Donc la France, elle n'a jamais lutté contre le terrorisme. La France et les Occidentaux ont toujours fourni l'argent, les moyens aux terroristes. D'ailleurs, Daesh, comment expliquez-moi qu'en pleine guerre, dans l'apogée de Daesh en Syrie, la Farge continue à produire. Oui. Le feuilleton, il est là. Très impliqué, hein, la Farge. Kamel Mansaleh, on terminera avec vous, justement, à la lumière de ce qu'on vient de dire, et les résultats de lutte antiterroriste de la France dans des pays comme le Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait regarder ce que nous voyons comme des attaques aujourd'hui? Est-ce que nous devrions les regarder avec plus d'inquiétude? Il faut se dire, est-ce qu'on aura les moyens de faire une production pareille, similaire, dans laquelle on attaque justement ça, on démontre nous-mêmes, avec nos acteurs, ce qui se passe au Burkina Faso ou bien dans le Sahel. C'est-à-dire que ce qui se produit actuellement au Sahel, il y a surtout une prise de conscience que la France, c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que sur le plan économique, on ne voit rien. Et ça a été insultant pour les Maliens d'entendre que l'ambassadeur, avant qu'il soit chassé, de dire que Le Drian va venir avec des contrats et tout, comme s'il allait distribuer des bonbons. Oui. Ça, c'était vraiment insultant pour les Maliens. Et en plus, la lutte antiterroriste, depuis 2012, depuis 2012, l'échec est patent. Oui. Donc, en plus, la sortie de la France du Sahel, enfin, la fin de Barkhane a été décidée justement par les politiques français au sein du Sénat pour dire que nous sommes en train de payer de l'argent et on gagne rien, sans parler de l'argent qui a été payé en parallèle pour les rançons. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, aujourd'hui, la France
elle a démontré qu'elle n'a pas réglé le problème du terrorisme au Sahel, qu'elle a justement exacerbé la tension et qu'elle ne veut pas laisser les gouvernants et les peuples prendre leur destin en main. Ouais. Et c'est que la campagne qui est en train de viser les Maliens aujourd'hui, de démontrer, en les appelant juntes, c'est ce matraquage-là de juntes similaire à ce qui se passe en Algérie. Des résultats, on peut le dire, sur le plan politique. Même si les Maliens doivent être les maîtres de leur destin. Moi, je voudrais finir sur une chose. C'est qu'il est désolant à chaque fois de voir que ceux qui produisent ce genre de contenu, ce genre de reportage, sont d'extraction algérienne. C'est-à-dire qu'il faut utiliser un Algérien pour faire passer la pilule. Donc c'est dit par un Algérien, mais si on revient en Algérie, on a eu les Harkis qui ont combattu, qui étaient fortement convaincus que la France ne partira jamais et qu'ils étaient sur le bon côté. Donc c'est ça un petit peu qui revient, que la France repart à chaque fois utilise les mêmes procédés, les mêmes gens et les mêmes. Il faudrait aussi repenser les relations avec la France. On ne peut pas nous dire à chaque fois que non, il s'agit de liberté d'expression, ça ne regarde pas. Il n'y a aucun État. Hollywood est au service de Washington, comme toute la presse française et le cinéma est au service de l'Élysée. Il y a une stratégie qui va avec. Donc on ne peut pas aujourd'hui, quand on veut montrer la grandeur de la France à travers les films, c'est dans quel but? C'est pour montrer que la France est un pays fort. Donc il y a une volonté politique. C'est pareil pour les États-Unis. Quand on veut attaquer la Russie, on montre des films anti-russes où les Russes sont des méchants, c'est les méchants. Au service des idéologies. C'est absolument ça. C'est ça le soft power. Exactement. Juste une chose, c'est une précision de taille. La dernière déclaration de Le Drian concernant le Mali, il a dit cette junte qui a commis deux coups d'État, c'est insupportable. Alors cette junte, la première, je parle de ce gouvernement de transition, je rappellerai juste à M. Le Drian que le Premier ministre de ce premier gouvernement provisoire a été reçu à l'Élysée avec le tapis rouge. Donc là, il y a une contradiction. Mais voilà, ça c'est la France qui est amnésique quand elle le veut. Mais comme venait de le souligner notre ami, tout est calculé. Tout est calculé. Et je parlerai de la partition du Mali. Parce qu'à un certain moment, l'armée malienne n'avait pas le droit d'opérer dans le nord. Oui, et ça, c'est les forces Barkhane. L'éclatement du Mali a même été pensé à un moment donné. Dernièrement par le Premier ministre malien. Exactement. Un dernier mot sur ça, sur ces inquiétudes qui peuvent peser aujourd'hui, puisque les attaques sont récurrentes. Il y a une cible, il y a une stratégie. Vous l'avez décortiqué tout au long de l'émission. Est-ce que nous devrions être plus vigilants, plus inquiets? Je crois que c'est des attaques qui vont conforter davantage notre cohésion nationale. Si trois conditions sont réunies. La première, c'est le rôle que nous devons faire en tant qu'élite nationale. La deuxième chose, c'est aussi arriver à produire, comme les Américains le définissent, counter-narrative. C'est un discours vrai. Oui. Et la troisième chose, c'est justement revoir cette relation avec la France sur au moins cette notion. On a commencé avec la souveraineté mémorielle, avec les dépassements de Macron, mais aussi par rapport à un certain nombre d'actions reliées soit par les médias, par des ONG, mais aussi par leurs diplomates. Et troisièmement, c'est juste peut-être pour continuer dans l'analyse de mon ami Kamel, oui. La France a été à l'origine de la complexification du terrorisme, non pas au Sahel, mais sa prolifération sur une base communautaire, à partir du Mali, vers le Burkina, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Guinée, jusqu'à la baie de Guinée. C'est justement par rapport à cette nouvelle projection du terrorisme et son instrumentalisation par la France dans cet espace. Monsieur Khalif, vraiment pour terminer. Moi, je ne répéterai pas ce qu'ont dit mes confrères, oui. Mais il faudrait revenir sur les orientations du président de la République concernant une production cinématographique forte, de qualité, qui nous permettra de mettre en place un vaccin pour nos jeunes contre toutes ces propagandes qui ne vont pas cesser pour déstabiliser cette Algérie qui va de l'avant.
Je vais vous remercier donc, Monsieur Redouane Khlib. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été parmi nous. Je remercie également Kamal Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci également à Mokhtar Mediouni, analyste politique, et Monsieur Mohamed Berkouk, professeur des universités en relations internationales. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Je vous souhaite une très belle suite avec donc la suite de nos programmes. Bonne soirée, au revoir.